Salut les chimistes, alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice préparatoire du TP qu'il faut préparer pour jeudi. Donc en fait c'est un exercice très classique de cinétique microscopique, donc je fais cette vidéo évidemment en priorité pour mes étudiants, mais comme je sais qu'il y a des chimistes parfois qui passent dans le coin, qui nous rejoignent, vous trouverez l'énoncé dans le descriptif lié à la vidéo. Alors juste avant de démarrer, pour la petite histoire, je suis ultra saoulé parce que en fait j'ai déjà enregistré la correction tout à l'heure, je l'ai fait en entier, super proprement, je me suis appliqué et tout. Et puis en fait, j'ai fait une erreur de manip sur l'application et j'ai tout effacé, donc voilà, j'avais grave les boules. Mais ma priorité étant que vous réussissiez vos concours ou examens, et bah, je vous la refais cette vidéo, donc je vais essayer de vous faire un truc aussi propre que tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir, hein, petit pouce vers le haut et puis bah, on s'y met tout de suite. Allez, c'est parti les chimistes. Allez, donc pour commencer, on vous demandait d'écrire l'équation de réaction entre les ions iodures et le peroxyde d'hydrogène. Donc là, on voit qu'en haut de l'énoncé, on a les deux couples redox, I3- et H2O2, H2O. Donc ce que je commence par faire, c'est écrire les équations liées au couple. Donc le premier couple, I3-I-, ça va me donner I3- plus 2 électrons qui donnent 3I-. Et puis la deuxième demi-équation, ça va être H2O2 plus 2H3O+, plus 2 électrons qui donne 4H2O. Voilà, donc on peut évidemment équilibrer l'équation en écrivant 2H+, et 2H2O. Peu importe pour ça. Ensuite, pour avoir l'équation de la réaction, il suffit de faire une combinaison linéaire à partir de ces deux-là et se débrouiller évidemment pour qu'il n'y ait pas d'électrons. Donc l'équation 3, on voit que ça va être l'équation 2 moins l'équation 1. Et donc ça nous donne 3i- plus H2O2 plus 2H3O+, qui va donner I3- plus 4H2O. Et donc au passage, I3-, vous devez avoir en tête que il a des propriétés similaires au niveau optique, notamment au diode. En fait, c'est une autre forme du diode, si vous voulez. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, selon les manips, on aura comme espèce prépondérante I2 ou I3-, mais finalement, c'est la même coloration, c'est quasiment le même potentiel standard, à 0,08 volts près. Donc voilà, on peut comment dire, si vous le rencontrez dans un titrage par exemple iodométrique, on peut utiliser la même astuce avec l'emploi d'amidon. Donc en fait, I3-, c'est quoi? C'est I2 qui s'est complexé avec un ion iodure. Donc parfois on met un excès d'ion iodure pour avoir I3-, qui est juste plus soluble dans l'eau. Voilà. Bon, cela étant dit, on passe à la question 2. Donc dans la question 2, on vous demande de calculer la constante d'équilibre à 298 Kelvin. Donc je vais faire comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire sans démonstration, hein. Vous pouvez directement sortir la formule de la constante d'équilibre. Je vais quand même rappeler rapidement comment on la démontre. Donc K standard à 298 Kelvin, c'est 10 puissance. Le nombre d'électrons échangés fois 0,06 sur 0,06, pardon, fois la différence de potentiel standard entre le couple de l'oxydant, donc H2O2, H2O, moins le couple qui contient le réducteur, I3-, I-. Et donc dans notre cas, petit n égale 2. Donc si vous faites l'application numérique, vous allez trouver K standard à 298 Kelvin qui vaut 10 puissance 41. Donc on peut bien conclure que cette réaction est quantitative. Alors au niveau de la démonstration pour cette constante d'équilibre, je rappelle qu'il y a deux manières de faire. La méthode qu'on utilise plutôt en première année, ça serait d'écrire l'égalité des potentiels redox. Ensuite, vous développez donc entre les deux couples, hein, égalité des potentiels redox puisqu'il y a un seul potentiel à l'équilibre. Vous développez les deux potentiels en utilisant la loi de Nernst et normalement vous retombez sur cette expression. Deuxième méthode, qui est plus une approche thermodynamique qu'on voit en spé, on a vu que l'équation 3 s'écrivait comme combinaison linéaire des équations 2 et 1. Donc là, on va écrire la même combinaison linéaire, c'est-à-dire avec une loi de type S entre les enthalpies libres standards de réaction, et on va développer, on va arriver à la même formule. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, sur la vidéo que j'ai écrasée sans faire exprès, j'ai eu le temps d'exporter la vignette.
Donc je vais garder la vignette de l'ancienne vidéo que je mettrai sur celle-ci. Donc du coup, si vous êtes bon, vous pouvez voir la petite démo, je l'avais refaite rapidement. Voilà, reprenons. Alors on passe à la question 3. Donc là, on vous demande de faire un tableau d'avancement de la réaction. Donc je vais vous remettre l'équation de réaction. Et puis en fait, tout simplement, hein, la quantité de d'iode, ça va être C1V1. La quantité d'oxygéné, c'est C2V2. Donc voici le tableau d'avancement. Alors sachant qu'ici, j'ai mis les quantités initiales. Évidemment, pour le coefficient qui est devant l'avancement, on tient compte du coefficient stoichiométrique. Donc quand je consomme 1 mol de H2O2, je consomme 3 mol de I-. Et puis là, C3V3, ce n'était pas défini dans l'énoncé. Donc j'appelle C3 la concentration d'acide sulfurique. D'accord ? Et l'acide sulfurique, au passage, rappelez-vous que c'est un diacide. Donc ici, en le considérant comme un diacide fort, je veux dire que chaque mol d'acide sulfurique libère 2 mols de H3O+, d'où le terme C2C3V3. Et donc en fait, V3, je pourrais l'écrire comme étant le volume total, donc les 50 ml, moins V1, moins V2. Donc c'est le volume d'acide que j'ai versé. En pratique, vous ne vous cassez pas la tête avec ça, en fait, cette quantité d'acide, on ne va pas l'utiliser dans la suite, donc on va se focaliser sur les deux autres. Alors on nous demande de vérifier du coup que I- est en excès. Donc si vous faites l'application numérique, Ni- initial, vous allez trouver que ça fait 1,0 fois 10 moins 2 mol. Et pour NH2O2 initial, on va trouver une quantité de 2,0 fois 10 moins 4 mol. Autrement dit, on se rend compte assez rapidement que Ni- initial, c'est 50 fois la quantité de H2O2 initial. Donc clairement, on peut dire qu'on a un large excès en ion I-. Donc ça, ensuite, on peut en déduire des conséquences parce qu'on vous demandait écrire la loi cinétique en faisant apparaître une constante de vitesse apparente. Donc si on prend la loi de vitesse qui est ici, la concentration I- étant très grande devant H2O2, sa variation est faible, et donc on va considérer que sa concentration reste constante au cours du temps. Donc c'est ce qu'on appelle la dégénérescence de l'ordre. Donc on dit qu'il y a dégénérescence de l'ordre. Alors mathématiquement, ça veut dire qu'on va dire que I- au cours du temps, c'est I- initial. Et du coup, on va poser une constante de vitesse apparente qui est égale à la constante de vitesse fois ce I- initial puissance alpha. Ça me permet de réécrire la loi de vitesse, V égale K apparent fois H2O2. Ce qui est très intéressant parce que du coup, je me ramène à une loi de vitesse qui ne concerne qu'un seul réactif. Donc ça va être beaucoup plus facile à intégrer, on va pouvoir s'en sortir plus facilement. Et enfin, déterminer l'état final du système, donc en supposant la réaction quantitative. En fait, ça, j'aurais pu l'enlever puisque nous avons montré que la constante valait 10 puissance 41, donc bon, c'est plus, on va dire qu'elle a le temps de se terminer. On en déduit qu'à l'état final, le réactif limitant étant H2O2, X vaut C2V2, et donc je l'ai mis ici, c'est à T infini, on aura C1V1 moins 3C2V2, etc. Voilà, donc l'avancement vaut C2V2. Allez, on enchaîne sur la question numéro 4. Donc en supposant que l'ordre partiel par rapport à H2O2 vaut 1, déterminer l'évolution de l'avancement X de la réaction, puis la concentration en I3- dans la solution. Donc déjà, on fait l'hypothèse du coup que bêta est égal à 1. Par ailleurs, par définition, on peut écrire la vitesse de réaction qui serait moins la dérivée en H2O2 par rapport à T. Donc ça veut dire qu'on arrive en fait à une équatif qui s'écrit d de H2O2 sur dt égale moins K apparent fois H2O2. Et puis H2O2, il faut voir ce que ça vaut en fonction de l'avancement. Donc avec H2O2, là ça serait sa concentration initiale, donc je vais le noter C0 moins X de T. Donc ça, c'est d'après le tableau d'avancement. Et si on veut faire les choses proprement, C0, c'est la concentration initiale en H2O2. Donc ça serait sa quantité initiale, C2V2, sur le volume total.
Bon, on ne va pas en avoir besoin spécialement ici. Et x de t, au passage, on vous dit de donner l'avancement x, puis la concentration en i3-, mais en fait, si vous regardez le tableau d'avancement, c'est la même grandeur. Donc quand je vous donne x de t, je vous donne i3-. OK? Bien, une fois qu'on a compris ça, eh ben on injecte H2O2 dans l'équation différentielle. Donc sa dérivée H2O2, ça va donner moins dx sur dt. Et du coup, vous voyez, l'équadif va s'écrire moins dx sur dt égale moins cap facteur de C0 moins x de t. Et moi, ça, je préfère le réécrire pour bien mettre en évidence l'équation homogène. Donc, je vais écrire dx sur dt plus k apparent x de t est égal à k apparent fois C0. Et là, normalement, vous reconnaissez une forme que vous connaissez très bien, puisqu'on voit qu'on a une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. OK? Et ça, c'est tellement important de le reconnaître qu'on va l'écrire. Donc, hop là, j'ai galéré. On recommence. Et oula, en vert, pas terrible. On va le mettre, on va essayer en rouge. Je galère. Voilà. Hop. Donc, équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Donc pour la solution de cet équadif, bon là j'ose espérer en tout cas l'ESP, donc mes étudiants en particulier, que vous n'avez pas de problème avec la résolution de cet équadif. Sinon on en reparle jeudi, parce que c'est super important de savoir faire ça les yeux fermés. Donc la solution x de t, ça va être la solution de l'équation homogène, plus la solution particulière, qui ici ne dépend pas de t, puisque comme on a un second membre constant, je vais choisir une solution particulière constante. Donc xh de t, ici, ça veut dire que je prends ce membre-là égal à 0, donc ça va faire k exponentielle moins k fois t. Et pour la solution particulière, comme le second membre est constant, je cherche xp tel que j'ai une constante, donc la dérivée est nulle, du coup j'ai une solution particulière qui vaut c0, simplement. Donc voilà ma solution générale. Pour déterminer la constante k, je vais simplement utiliser la condition initiale. Donc la condition initiale, c'est de dire ici que l'avancement à t égale 0 vaut 0. Et donc dans ce cas, je trouve que k est égal à moins c0. Et donc j'ai ma solution x de t qui vaut c0 facteur de 1 moins exponentielle moins k fois t. Voilà, une cinétique très classique d'ordre 1. Donc évidemment, on peut faire un petit schéma. Et donc ça veut dire que l'avancement au cours du temps, il donnerait quelque chose comme ça, avec en tendant vers la valeur C0. Voilà. Alors dans la question 5, en fait, clairement, on vous demande de passer à l'absorbance. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a posé l'équadif et on l'a résolu pour l'avancement, mais en pratique, ce que vous mesurez, les cocos, c'est l'absorbance. Et donc cette absorbance, elle est liée à la concentration en espèces colorées, donc ici, I-. Donc du coup, on va déjà écrire la loi de Beer-Lambert, puisqu'on nous dit qu'on la considère comme vérifiée, donc c'est-à-dire que l'absorbance, ça va être égal à la longueur de la cuve fois le coefficient d'absorption molaire fois la concentration en I3-. Et au passage, comme cette concentration c'est X, ça nous fait L epsilon lambda fois X. Ok ? Donc déterminer l'équation différentielle vérifiée, je vais en profiter pour écrire que A infini, parce qu'on nous demande A infini, c'est L epsilon lambda fois X infini, et X infini en fait c'est C0 par rapport à ce qu'on a noté avant. Ok ? Et du coup, une fois que vous avez ça, vous allez simplement remplacer X dans l'équadif précédente, ça va le remplacer par A sur L epsilon lambda, et C0 par A infini sur L epsilon lambda. Et du coup, il va vous rester l'équation différentielle en fonction de A, ce qui va donner dA sur dt plus K apparent fois A de t, qui est égal à K apparent fois A infini. Donc on retrouve en fait exactement la même structure d'équation différentielle. Et puis qu'est-ce qu'on vous donnait donner son expression, ouais, ok. Que vaut A0 normalement ? Normalement, si tout va bien, à l'instant initial, il n'y a pas d'ion trio-dur. Donc normalement, A0 égale 0. Sauf que vous allez voir, expérimentalement, c'est pas toujours aussi simple.
Parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors attendez, tac, je prends la photo. Je vous mets la question suivante. Ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas forcément lancer tout de suite, enfin avoir la mesure en même temps que vous lancez la réaction. Donc voilà, on va dire que l'étudiant n'a pas manipulé assez rapidement, a déclenché l'acquisition chronomètre tardivement, ok. Et du coup, en fait, quand vous commencez la manip, dans le spectro, enfin, c'est-à-dire quand vous commencez à prendre la mesure, il y a déjà des ions triodures qui se sont formés, et du coup, on ne peut pas dire que A0 égale 0. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire là, on va dire qu'on note A0 la valeur initiale. Okay. Autrement dit, le t égale 0 que vous allez prendre au chrono, ça ne va pas être forcément celui qu'on espérait. Mais bon, peu importe. Donc dans ce cas-là, la question c'est qu'est-ce qui va changer? Alors l'équadif sera la même, il n'y a pas de modification d'équadif. En revanche, la condition initiale, elle, est différente. Donc je rappelle la solution générale pour l'absorbance. Donc si je fais la même chose que pour x tout à l'heure, la solution générale, ça va être d'écrire que A de t, c'est une constante exponentielle moins cap fois t plus A infini. Et sauf qu'ici, notre condition initiale, on l'a changée. Ça ne sera pas de dire que A de t égale 0 égale 0, ça sera de dire que A de t égale 0, c'est l'absorbance que vous avez au moment de votre première mesure. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, effectivement, votre constante K, elle vaut A0 moins A infini. Ce qui fait que vous avez A de t qui vaut A0 moins A infini, exponentielle de moins cap fois t plus A infini. Et cette loi, elle est plus générale finalement, parce que vous tenez compte d'un terme initial non nul. Et puis là, vous voyez, il suffit d'isoler l'exponentielle. Alors je vais le faire rapidement, mais si j'écris exponentielle de moins cap fois t, je vois très vite que c'est A de t moins A infini sur A0 moins A infini. Et il suffit de passer au log, et hop, et j'arrive bien sur la loi demandée. Bon, à ce stade, on a presque fini. Il nous reste à voir, du coup, les deux dernières questions qui vont assez vite. Alors, attendez, je le retrouve. Ouais, c'est là. Donc, questions 7 et 8. Voilà, donc dans la question 7, on vous demande d'expliquer comment vérifier que la réaction est d'ordre 1 et déterminer Ka, PT 1,5. Bon, pour vérifier que c'est d'ordre 1, il suffit de faire le tracé en utilisant la loi donc, du ln de ce qu'on a vu en fonction de t. Et du coup, vous allez vérifier qu'il y a un bon accord, c'est-à-dire que vous avez un bon coefficient de régression linéaire. À notre niveau, on se contentera de ça, même si en pratique, il y a d'autres paramètres à regarder. Il faudra vérifier un petit peu la répartition des points autour de la droite moyenne obtenue. Et puis, globalement, si ça fonctionne bien, on peut valider l'ordre 1. À partir de là, K apparent, donc je ne refais pas la démonstration ici, mais... donc K apparent, ce sera moins la pente par rapport à ce que vous avez dans la régression linéaire. Ça, on le fera en TP. Et puis T1,5, ce sera ln de 2 sur K apparent. Ça, je vous laisse le retrouver vous-même. En question 8, on vous demande de proposer un protocole expérimental pour déterminer alpha. Donc finalement, alpha, il sort d'où? Dites-vous que quand vous avez K apparent, vous avez en fait calculé K fois la concentration en iodure puissance alpha, donc a priori initiale, si elle n'a pas varié. En fait, on va faire plusieurs fois cette détermination-là. Donc, il faudra faire plusieurs manips en faisant varier la concentration. D'accord? C'est-à-dire que je vais le faire avec une concentration que je note I- initiale 1, ce qui va me donner une constante K 1. Et puis, je vais faire la même chose. Hop. Je vais faire la même chose, pardon. Alors, j'essaie de vous faire un truc un peu propre. Avec une nouvelle concentration. Donc, par exemple, que je vais noter... comme ceci, concentration I- initiale 2, et du coup je vais trouver K 2, et à partir de ça, je vais faire le rapport K 1 sur K 2. Du coup, les petits K vont s'annuler, et je vais avoir ici le rapport des concentrations en ion iodure dans mes deux expériences à la puissance alpha. Donc là, j'ai plus qu'à passer au ln, et je vais avoir alpha qui vaut ln de K1 sur K2, le tout divisé par
ln du rapport des concentrations I- initial 1 sur I- initial 2. Voilà. Donc ça, c'est une proposition de protocole. Après, c'est si on a peu de temps. En pratique, vous vous doutez bien, le mieux, ce ne serait pas de faire que 2 mesures, ça serait de faire 6, 7, 8, 10 mesures, et en fait, de plutôt tracer le log du rapport des KAP. Pardon, j'ai dit une connerie. On recommence. Donc j'aurai cette loi-là, donc je vais tracer le log du KAP en fonction du log de I-, et donc la pente, ce sera alpha. Et je pourrais déterminer facilement du coup le coefficient alpha et évidemment la petite constante k par la même occasion, de même qu'on peut le déterminer ici. À propos de k d'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo suivante sur la cinétique microscopique qu'on peut avoir quelques petites surprises puisque c'est pas une constante si constante que ça finalement. Et voilà les chimistes, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Alors n'oubliez pas que l'exo était en 2 parties, donc il y a la deuxième vidéo sur la cinétique microscopique, qui est beaucoup plus courte, c'est juste, on essaie de voir à partir d'un mécanisme proposé quelle loi de vitesse on retrouve, et vous allez voir qu'on peut la mettre en relation un petit peu avec ce qu'on a vu là, et notamment avec ce qu'on verra en TP. Donc c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'après, si vous êtes au point sur ces 2 petites capsules vidéo, il n'y a plus qu'à travailler le côté expérimental et puis évidemment à s'entraîner sur les autres méthodes de détermination et à faire le traitement numérique à partir de vos vraies données expérimentales. Voilà, et si ça vous a aidé, n'oubliez pas de pousser un petit coup vers le haut. S'il y a des choses qui restent pas claires, parce que j'ai peut-être été un petit peu vite, déjà n'oubliez pas que vous pouvez revenir en arrière, mais aussi vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Allez, quant à moi je vous dis à jeudi, ciao.